place. Je vais m'asseoir auprès de vous et puis on va écouter. Merci Olivier. Comment ça marche ça? Et c'est vrai qu'il trouve la première fois que bien, donc Review Boost Your Retail Business with Smart Digital. On a eu beaucoup de claims publicitaires. Au début, c'était le numéro 1 de la vente de lunettes sur Internet. Donc voilà, on est passé par beaucoup de choses. Mais avant de rentrer peut-être dans le vif du détail, on va se présenter, Stéphanie et moi. Donc moi, je suis le fondateur, dirigeant de Review. C'est intéressant de peut-être vous compreniez mon parcours pour voir comment on est arrivé à un jour se dire on va créer des boutiques 100% digitales dans l'optique. Parce qu'on ne se réveille pas un matin en disant ah ben tiens, je vais faire des boutiques 100% digitales. Donc j'ai un parcours un peu à 360 degrés parce que j'ai commencé dans le conseil marketing, donc je suis un homme de marketing et de distribution. J'ai roulé pas mal ma bosse, c'est le privilège de l'âge peut-être, voilà, malheureusement c'est comme ça. Donc j'ai été directeur marketing dans une multinationale, qui était au départ une boîte familiale, Cadbury Schweppes, où je me suis plus particulièrement occupé du chocolat, en l'occurrence de chocolat poulain à Blois. C'était très bien, très gourmand. Et j'ai fait un move iconoclaste à l'époque, mais qui le reste encore. Je suis allé de l'autre côté du miroir, j'ai rejoint la grande distribution avec le groupement Intermarché, où j'ai créé la fonction marketing pour les 40 filières d'achat du groupement Intermarché. Donc j'ai travaillé sur tous les marchés, aussi bien les bouches-culottes que les cafés, les confitures, l'huile de voiture, enfin, etc., etc. Et ce que peu de gens savent, c'est que le groupement Intermarché est un des premiers groupes industriels français qui a ses propres usines, ses propres bateaux de pêche. Maintenant, il communique plus dessus. Et donc, j'ai évolué au sein d'Intermarché. Et ensuite, j'ai continué dans la distribution, mais dans la distribution spécialisée. Cette fois, j'avais rejoint une jeune enseigne qui s'appelait Extrapol, qui était concurrent de la FNAC, qui distribuait des biens culturels, livres, disques, papeterie, multimédia, et qui était rattaché au groupe Lagardère. Et l'actionnaire trouvait qu'on se développait, comme souvent, qu'on ne se développait pas assez vite. Et il lui a pris la très très mauvaise idée, donc déjà là, une emprise du digital, la très mauvaise idée de racheter Virgin en 2001. Et Virgin était très fort sur le disque, on était très fort sur le livre, on avait racheté une enseigne par exemple comme le Furet du Nord à Lille, qui était donc très fort dans tout ce qui était livre. Et en fait, Virgin ne s'est jamais remis de la dématérialisation du disque et de la vidéo, puisqu'ils ont fondu les plombs définitivement il y a 2 ans à peu près. Donc, sur ce, c'est quand même malgré tout les équipes de Virgin qui ont pris les manettes. Et donc, j'ai quitté la région parisienne pour venir m'installer à Grenoble, puisque j'ai pris la direction générale de l'enseigne GoSport, et ensuite qui est basée à Sassenage, ce que j'ignorais quand j'ai passé l'entretien. Et ensuite, j'ai Jean-Charles Larouille, c'est le groupe Rallye Casino, m'a confié la direction générale du groupe GoSport, c'est-à-dire l'enseigne Courir et l'enseigne GoSport. Voilà. Et lorsque j'ai quitté en 2006, j'ai été approché par 3 jeunes qui avaient une idée, qui était de dire on aimerait bien vendre des chaussures sur Internet. Et je me suis dit non, mais ça ne marchera jamais, il faut essayer, enfin, tout ce qui nous vient spontanément quand on imagine des choses un peu disruptives. Et puis à la réflexion, je me suis dit et donc je me suis lancé dans l'aventure. On a créé ensemble spartou.com, qui est donc un site qui fait une partie de la feuille blanche et qui doit faire aujourd'hui un peu plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est présent dans tous les pays d'Europe et même au-delà, qui vient de racheter un réseau de magasins. Mais j'ai vendu l'intégralité de mes parts pour me lancer dans une aventure qui était plus personnelle, qui était l'optique. Et comment je suis arrivé dans l'optique? Tout simplement en me disant, j'avais vu que sur le web, dans le digital, on imagine que ça ne coûte pas cher, mais en réalité ça coûte très cher et il faut plutôt attaquer les marchés à panier moyen élevé et à bon niveau de marge. Et s'il y en a certains qui portent des lunettes ici, ils savent que finalement les lunettes ça coûte quand même très cher. Et que les niveaux de marge, quand on regarde un peu plus attentivement, c'est juste impressionnant. Ce qu'on peut avoir au niveau des opticiens. Voilà, et donc je me suis lancé dans l'aventure, j'ai identifié le marché de l'optique et je me suis lancé dans l'aventure de l'optique et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Stéphanie, donc, qui est là, qui va elle-même se présenter rapidement.
Et puis rapidement, on prend le temps. Hein. Non, non, mais rapidement. Bonjour à ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc moi aussi, j'ai un parcours dans le marketing et la distribution. La distribution sélective, tout d'abord, parce que j'ai démarré ma carrière dans le luxe, dans la joaillerie, et puis après dans la maroquinerie, chez Lancel, où je m'occupais de toute la partie développement des produits femmes et accessoires. Donc là, on était vraiment dans la distribution sélective, même s'il y avait des diffuseurs. Après, j'ai fait un grand écart, et je suis partie dans la grande distribution, un peu comme vous. Presque un choc psychologique, je dirais. Et je suis arrivée chez Carrefour, où j'ai été responsable de la bijouterie chez Carrefour pour les 230 points de vente français. Ce qui nous amène souvent à avoir des discussions très intéressantes avec Philippe, parce que moi j'étais dans un groupe où les magasins étaient intégrés, et lui était dans un groupe où il y avait des indépendants. Ça nous permet de discuter de temps en temps un peu fortement, c'est assez intéressant. Les indépendants, c'est leur pognon. Les intégrés, ils sont des salariés. Non, ça change. Oui, c'est ça. Avec le ménage. Le vrai entrepreneur. C'est vrai, c'est vrai. Ah mais ça change tout. Ça change tout. C'est quoi le beefsteak? Viens-nous, sur ton bureau, tu prends des trucs le mardi. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat. C'est pas le sujet du jour. Bon, et puis après, pour des raisons familiales, je suis venue à Grenoble. Et puis, j'ai rencontré Philippe au démarrage de l'entreprise, qui recherchait quelqu'un pour s'occuper des produits, des relations avec les marques et tout ça. Et puis il m'a dit, mais le problème c'est que je suis en train de lever des fonds, donc je lève des fonds, on se rappelle après. Et puis un mois plus tard, il m'a appelé en me disant, bon, j'ai levé des fonds, on peut y aller. Et voilà, et maintenant je fais partie de l'aventure depuis 7 ans. On a fait beaucoup de choses, donc on va vous présenter. Et voilà, j'ai participé à tout ça. Oh. Du coup, c'est quelle année la création des groupes? 2010. Alors pour la petite histoire, j'ai vendu mes parts de Spartoo en 2009, j'ai réfléchi au projet d'E-View, et j'ai créé la société, et je suis parti marcher 3 mois, j'ai fait le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'avais un associé qui est parti depuis et qui drivait l'entreprise. Donc quand je suis revenu, voilà. Donc E-View, on est en fait des précurseurs dans la réalisation de nouveaux concepts digitaux, puisque on a été les premiers en France, et même au monde, à créer un drive-to-store pour les opticiens indépendants d'optique en 2010. Donc c'était vraiment très innovant à l'époque. Après, on a été copié par des enseignes qui ont développé leur site, leur approche digitale. Ensuite, on a donc créé les premières boutiques digitales d'optique en 2014, qu'on a ouvert. On en a eu jusqu'à 7. Ensuite, on s'est aussi occupé d'animation digitale, parce que c'était un des sous-produits intéressants qu'on a eu pour animer nos boutiques. Et puis, on a beaucoup d'idées, de concepts sur lesquels on est potentiellement amené à réfléchir. Donc déjà, on a intégré beaucoup d'intelligence artificielle dans ce que nous avons fait, mais tout ce qui va être téléconsultation, dans l'audio, dans l'ophtalmologie, l'impression 3D, des lunettes, etc. Donc potentiellement beaucoup de choses innovantes. Mais commençons par le commencement. Nous avons démarré par le Drive to Store, et c'est un petit peu ce qui a été la genèse, puisque c'est ce qui nous a conduit vers une solution 100% digitale que nous allons vous parler aujourd'hui. Alors le Drive to Store, qu'est-ce qui était innovant? Donc il faut se resituer, on était en 2010. Donc finalement, notre façon de dire les choses, c'est que c'est le premier site, view.com a été le premier site qui ne vend qu'en magasin. Alors on s'entend quand on dit ça, c'est à partir du moment où il y a une correction visuelle. On a vendu en B2C classique, des lunettes de soleil basiques, des Ray-Ban, etc. Donc là, il n'y avait pas de souci. Mais à partir du moment où on était sur le cœur de l'optique, eh bien, on a décidé, parce que je n'ai pas cru du tout au fait de pouvoir vendre ça en B2C, direct, comme on a pu vendre des chaussures. Alors vous pouvez me dire, oui, mais les chaussures, c'était pas gagné, machin. Mais l'optique, on est quand même sur un produit très impliquant, qui coûte cher, même si on peut nuancer cet argument sur le prix. Et les gens ont besoin, on est sur un produit de santé, ils ont besoin d'avoir un conseil, d'être accompagnés par un professionnel qui les rassure de façon significative. Mais ça nous a permis donc, grâce à ce Drive to Store, finalement d'associer les avantages du web
avec la réalité, le conseil du magasin. Et donc, finalement, ça se passait comment? Je choisissais mes montures sur le site internet, je pouvais les essayer virtuellement, et puis je prenais un rendez-vous chez un des opticiens partenaires. On a créé un réseau qui est monté jusqu'à 400-500 opticiens partenaires répartis dans tout le territoire français. Et là, les produits qui étaient choisis sur le site internet étaient envoyés chez l'opticien partenaire chez qui on avait pris un rendez-vous. Les clients arrivaient, ils essayaient le rendez-vous, c'était à partir de 2 jours après. Ils essayaient les produits en vrai qu'ils avaient pu choisir sur le site. Ils étaient libres, s'ils le souhaitaient, d'acheter un produit qui leur plaisait davantage chez un des opticiens partenaires chez qui ils avaient pris le rendez-vous. Et puis, une fois qu'ils avaient validé la vente, eh bien, on continuait, ils avaient le conseil de l'opticien pour la sélection des verres, etc. Qu'est-ce qui permettait d'avoir l'argument payer moins cher, plutôt, pour le... Parce qu'en fait, c'était une autre façon de dire les choses, parce que c'est ça en fait. C'était très compliqué, alors, juste de faire comprendre le concept. Ce qui était innovant, c'est que finalement, en passant par le web d'un prime abord, finalement, je payais moins cher mes lunettes chez l'opticien à côté de chez moi. Si je poussais la porte directement chez l'opticien, je payais 30% plus cher, ou j'avais un reste à charge plus important. Si je passais d'abord par eView, parce qu'en fait, la vente était faite chez eView. C'était un client eView. L'opticien partenaire n'était qu'un prestataire. Avec des tarifs eView. Et donc c'était un monteur de pneus, quoi, en fait. J'avais été admiratif de Popgum à l'époque, que c'était lancé dans le pneu. Et donc, en fait, l'opticien, alors je ne leur disais pas que c'était des monteurs de pneus, parce que ils ont fait Bac plus 2, mais ils se prennent pour Air Doctor, donc c'est un peu compliqué. On n'en a plus, hein, on parle librement. On a eu beaucoup d'opticiens, mais on n'en a plus. Les gens nous gonflent. Ah ouais, non, mais c'est compliqué. Je dis, c'est des fois des stratèges à la base. Donc voilà, donc c'est resté un client eView, et donc on rémunérait une partie de la marge. En fait, on partageait la marge avec l'opticien. Voilà. Donc c'était très innovant, mais c'était aussi très difficile, puisque finalement, ce que je disais tout à l'heure, le client avait beaucoup de mal à comprendre. Moi-même, je crois, une anecdote, je croise un copain qui me dit « Ah, t'es parti de chez Spartan, qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais ?» Je vends des lunettes sur Internet. « Ah ouais, c'est bien, moi je n'achèterai jamais mes lunettes sur Internet. » Je dis « Oui, mais je t'explique, moi c'est pas sur... En fait, tu vas choisir sur le site, et puis tu prends un rendez-vous chez un de mes opticiens partenaires, et puis « Ah ouais, c'est bien, non mais moi je n'achèterai pas sur Internet. » Mais je dis « Ouais, mais en fait, tu comprends, tu vas acheter chez lui, tu auras les prix du web, mais tu auras le service de l'opticien. » Ah ouais, c'est bien, mais j'achèterai quand même jamais sur Internet. Donc en fait, on a eu cette vraie difficulté tout le temps, c'est-à-dire que les gens, comme on n'était pas une enseigne, ça aurait été Optique 2000, Atoll, je ne sais pas quoi, ils auraient compris qu'il y avait un lien entre le web et le magasin, c'était spontané. Mais nous, je suis sur un site qui s'appelle eView.com et je vais finaliser chez Optique du Schmoll, Optique du coin de la rue et machin. Donc c'était très compliqué. On a tourné le site dans tous les sens. C'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau informatique, on a un petit paquet de scotch là. Parce qu'on a évolué, ça il fallait changer en permanence, on changeait la clé d'entrée. Mais on n'a jamais vraiment réussi à communiquer le concept. Très très compliqué à expliquer le concept. Il y a aussi le problème des mutuelles, ils remboursent. Oui. Alors, ce qui fait que l'avantage prix, c'est tout un chacun, le grand public, ne le voit pas dans un premier temps, tu vois. Oui. Et puis on était avant le Drive. Depuis que le Drive est arrivé dans les mœurs, on sait qu'on peut commander sur Internet et aller chercher dans un point de vente. Collect, Drive et tout ça. À l'époque, c'était pas du tout clair, on n'en parlait même pas, c'était bien avant. Donc personne n'imaginait aller sur un site pour être envoyé dans un magasin. Sauf si on s'appelle Darty et que Darty, on a une histoire d'enseigne, mais ce qui n'était pas notre cas. Voilà. Et donc c'était compliqué. Dans le business plan, il fallait faire 30 ventes par jour pour être au point d'équilibre. Bon, sur un marché de l'optique, ça paraissait pas démentiel avec la puissance du web. Bon, on tournait à 1, à 2. Donc ça n'a pas fait, quoi. Donc à un moment donné, il a fallu qu'on réfléchisse autrement. En même temps, nos opticiens, pour ça je me suis permis de dire qu'ils avaient parfois la même vision, on leur a amené le web gratuitement. Parce que finalement, on allait chercher sur Internet des clients pour les amener dans leur magasin. Mais ils nous voyaient quand même comme des concurrents. Même eux, ils avaient du mal à se projeter, à dire « Ah oui, mais c'est des vrais alliés, ils vont nous... »
Voilà. Et donc, il ne pouvait pas s'empêcher d'essayer de nous voler le client. Quand il arrivait, on disait oui, non mais bon, Evio c'est bien, mais... Enfin, ouais. On avait verrouillé un peu, hein, parce que, juste, si on ne veut pas rentrer trop dans le détail, mais l'acte de paiement était fait au moment de la prise de rendez-vous, et jamais plus le client ne sortait sa carte bleue. Donc on faisait une empreinte au moment du rendez-vous, et quand la vente était finalisée chez notre opticien partenaire, on venait débiter sa carte bleue. Donc c'était compliqué quand même de l'opticien d'expliquer qu'il fallait qu'il ressorte la carte bleue. Enfin, bref, Il y avait le choix entre plusieurs lunettes. ah mais il pouvait... Il donnait l'autorisation du plus cher. Il pouvait acheter les lunettes là, soit qu'il avait celle parmi qu'il avait... Ah, une de celles parmi laquelle il avait choisi sur le site internet, ou une qui lui plaisait davantage dans le magasin dans lequel il était. Il y avait une liberté totale. À ce moment-là, on était apporteur d'affaires, on se rémunérait comme apporteur d'affaires sur la lunette qui était vendue par l'opticien. C'était neutre pour nous. L'opticien, il y avait plus de marge de vendre des lunettes là, non, parce qu'à ce moment-là, nous, on reprenait notre marge sur la lunette qu'il avait vendue, son stock. Donc c'était neutre. Là, on se rémunérait comme apporteur d'affaires. Donc, voilà. Pour autant, Philippe, vous avez quand même réussi à fédérer 450, vous avez dit ce chiffre-là tout à l'heure. Ouais. Vous alliez aller voir avec quoi comme argument c'était un peu ce qui marquait là. Ouverture d'un site gratuitement, en fait, il n'y avait pas de... Ils prenaient zéro risque, en fait, ils n'avaient rien à perdre, c'était gratuit, l'adhésion. Là, on avait, voilà... Et leur seul risque, c'était de faire du chiffre d'affaires. Défendez vos C'est pour intérêts. ça qu'il y en avait quand même que 450. Et vous êtes hébergé comment? Bon, c'était gratuit, hein. On n'en demandait pas d'adhérer. Par téléphone, essentiellement. On a pas dû voir, hein. Il y avait quelqu'un qui s'occupait de ça. Voilà. Et puis, donc, les partenaires n'étaient pas vraiment des partenaires, ils essayaient de nous voler le client, donc à un moment donné, c'est difficile de construire sur du sable, quoi, hein, parce que les fondations n'étaient pas hyper solides. Et puis, c'est vrai qu'en même temps, le web s'était beaucoup développé par l'argument prix, et c'est vrai que le prix, les gens ont l'impression qu'ils ne payent pas leurs lunettes. Alors là, je vais remettre les choses les pendules à l'heure, mais bon, ils disent c'est pas moi, c'est la mutuelle. La mutuelle, c'est lui. La mutuelle, évidemment. La mutuelle, elle ne paye rien. La mutuelle, elle prend des cotisations, elle prend sa marge au passage, et avec l'argent qui reste hors la marge, elle rembourse les lunettes. Et donc, c'est bien chacun qui paye ses lunettes. Et des fois, il vaut peut-être mieux avoir... Maintenant, pour les salariés, vous savez bien que la mutuelle payée par l'entreprise, elle est indiquée sur le bulletin de salaire, et le salarié paye des impôts sur la mutuelle qui est payée par son entreprise. Donc des fois, plutôt que de dire, bah, tiens, la boîte, elle paye 2000 € de mutuelle pour moi tous les ans, j'aimerais mieux gagner un peu d'argent, quitte à diminuer un peu les prestations que m'offre la mutuelle. Enfin, donc, mais en tous les cas, dans la tête des gens, avant que ça... Le modèle français, c'est compliqué. Voilà. Je pense. Oui. Aux États-Unis ou en Asie, ça marche mieux. Ah oui. Aujourd'hui, il vaudrait mieux avoir une mutuelle réduite, aller acheter des lunettes, payer ses lunettes soi-même, sans se les faire rembourser, plutôt que de payer... Surtout que la mutuelle, elle gagne ses clients, bon c'est pas le sujet du jour, mais c'est pas grave, la mutuelle, elle paye ses clients sur quoi? Sur l'optique et le dentaire. Donc, les mutuelles avaient intérêt à ce que les opticiens vendent très cher des lunettes, parce que plus c'était cher, plus les gens disaient j'ai intérêt à avoir une bonne mutuelle. Enfin, voilà. Donc la démarche, peut-être que vous auriez dû créer d'abord une communauté chez le client, créer une plateforme, et après adresser les... Alors avec le recul, il y a plein de trucs qu'on aurait dû faire. De la monnaie pour... J'aurais pu faire plein de trucs différents. Par exemple, une grosse erreur, c'était de dire je vais partager la marge avec l'opticien. L'opticien, il ne partage pas. Oui, c'est un indépendant. Rien que le mot de lui dire partager, ça mettait des boutons. Donc j'aurais dû lui dire bah, il faut peut-être avoir un petit abonnement mensuel. Ouais, vous adhérez, vous payez un petit abonnement. Mais bon, dans une autre vie peut-être. Maintenant, Ce qui est marrant, c'est qu'une enseigne comme Paulette fait l'inverse de vous. Parce que du coup, on va choisir ses lunettes dans le magasin et on les achète après. oui, ou Warby Parker, ou oui, bien sûr. Non, mais après, voilà, hein, c'était une partie sur un modèle, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Vous avez ouvert la voie, quoi. Donc, on était un peu dans la position, bah, on essayait de faire le bonheur des opticiens malgré eux. Ils avaient du mal à comprendre qu'on disait qu'on était là pour leur bonheur. Et le seul qui a vraiment gagné son argent dans l'affaire, bah, c'est Google. Donc, quand on s'appuie sur à la fois Google, qui n'est pas un partenaire hyper transparent non plus, et sur des opticiens, bah, on est quand même un peu deux pieds dans le sable. Et, voilà. Donc il fallait tirer les enseignements, parce qu'on avait des enseignements très intéressants qu'on va partager avec vous, et puis en tirer les conséquences et pivoter. Donc voilà, on
Alors les enseignements, on a vu que le client, eh ben, finalement, il savait parfaitement choisir ses lunettes sur un écran. C'était pas évident, hein, parce qu'on a une photo. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que le client, lorsqu'il allait au rendez-vous chez l'opticien, eh bien, je vous ai dit qu'il avait la possibilité de choisir une monture chez l'opticien chez qui il était. Eh bien, dans plus de 95% des cas, la monture qui était achetée était une de celles qu'il avait choisies et qu'il avait fait envoyer au rendez-vous. Donc c'était quand même un enseignement intéressant. On n'aurait pas fait le drive to store, on ne l'aurait pas su. On était également... tous les clients, alors ils étaient peu nombreux, parce qu'on n'a pas fait les 30 par jour, mais les 1 ou 2 par jour qu'on a fait en moyenne, ils étaient satisfaits du processus, de l'achat. Ils n'étaient pas reçus comme un chien dans un jockey, les opticiens étaient quand même globalement aimables, bon, il y avait quelques couacs, hein, évidemment, mais globalement ils étaient satisfaits. Donc ça veut dire que si on avait réussi à faire mieux comprendre le concept, on aurait pu avoir... Et puis bah, voilà, c'est ce que je vous disais, une stratégie qui repose sur 2 acteurs, 2 partenaires qui sont Google et les opticiens d'un côté, bah, à un moment donné, c'était pas pérenne, quoi. Donc il fallait qu'on réfléchisse un petit peu autrement. Donc la conclusion de cette expérience Drive to Store, c'était de dire on n'a pas réussi à vendre des lunettes avec le web, concept trop compliqué à faire expliquer, des opticiens et partenaires. Et donc on va plutôt réfléchir autrement. Les gens veulent avoir le conseil, je reste fidèle à cette idée et je pense que c'est la vraie et la bonne, veulent avoir le conseil d'un professionnel pour choisir leurs lunettes. Eh bien nous décidons de vendre sur le web sans forcément que le client ait conscience d'être sur le web, dans le monde physique et avec l'aide d'un opticien. C'est comme ça que le concept de Figital, de constituer une boutique Figital, a vraiment émergé. Et pour la petite histoire, très concrètement, je me rappelle, j'étais à Paris, avenue Victor Hugo, je passe devant un énorme grand optical. Je dis, waouh, ils doivent payer un loyer, une blinde, des stocks pas possibles, et à côté, il y avait un Sephora. Et je me dis quand même, moi, avec une petite borne ou un machin, je peux amener chez Sephora, par exemple, de l'optique, et avec une proposition de valeur infiniment supérieure, avec une meilleure rentabilité, plus de choix même que le grand optical, etc. Donc voilà, nous avons décidé, et je passe la parole à Stéphanie, de nous lancer dans un concept Figital. Donc là, c'est notre premier pivot très important. On s'appuie sur notre expérience de la distribution et du marketing nous avait vraiment étudié ce qui s'était passé avec nos clients, ce qu'ils avaient trouvé de bénéfique, ce qu'ils avaient trouvé de moins bien, ce qu'ils attendaient. Et du coup, on a réfléchi à un concept basé sur 3 piliers. Le premier, c'était des technologies innovantes, mais des technologies au service du client. C'est-à-dire qu'on pense client, on pense à ce qu'il attend, et on pense en se disant à quoi vont lui servir ces nouvelles technologies. Ça ne sert à rien de créer des nouvelles technologies pour des nouvelles technologies. C'était vraiment orienté dans le sens du client et le besoin du client. Le deuxième point, c'est que la distribution de l'optique en France est extrêmement traditionnelle. Et nous, on arrivait quand même avec un peu de dynamisme, un peu de nouvelles idées, et on s'est dit, on veut créer une rupture. Philippe vous le disait, il imaginait un corner chez Sephora, c'est une vraie rupture, et on s'est dit, on va casser ce mode de distribution. Alors casser, n'y voyez pas de prétention, c'était juste, on va être en rupture avec ce mode de distribution qui est très traditionnel, et on va rentrer dans quelque chose de plus innovant, de plus disruptif. Et le troisième point, on l'a évoqué, c'est que fondamentalement, on croit qu'on n'achète pas des lunettes comme ça, on n'est pas des spécialistes des verres, on ne sait pas ce qu'il nous faut, et qu'on a besoin d'un conseil de quelqu'un dont c'est le métier et qui sait faire, et voilà. Voilà les 3 piliers sur lesquels on a basé notre concept, et ça a été le fil directeur sur toute la suite et la création de ces boutiques. Alors, la première chose, c'est les technologies innovantes. Alors, vous allez avoir une démonstration, on va faire une démonstration en vrai de l'outil. Mais en attendant, ce que je voulais vous dire, c'est que, en fait, c'est un outil. La boutique était exclusivement Figital, c'était un parti pris. C'est-à-dire qu'on a décidé de ne pas mettre du digital et des produits. Il y avait un parti pris très fort qui a été de dire on ne mettra que du digital. Il n'y aura pas de lunettes. 0 paire de lunettes affichées, donc c'est quand même très innovant.
Et résultat, il fallait qu'on ait un outil extrêmement performant et au service du client et pensé pour le client. Donc c'est un outil qu'on a créé, qu'on a pensé, qu'on a créé, développé ici, en s'appuyant sur des technologies qu'on pouvait récupérer, mais qu'on a pensé et développé ici, avec des informaticiens, et qui se basait sur 4 étapes. La première étape, on va voir tout ça, je vais passer assez rapidement, parce qu'on va le voir pour de vrai, c'est plus intéressant. La première étape, c'est une analyse morphologique du visage, pour déterminer le contour du visage, un certain nombre de points particuliers, un scan du visage, et puis surtout la dimension du visage et les lunettes qui vont aller sur le visage du client. La deuxième, c'est une analyse stylistique du client, parce que quand on arrive dans un magasin, on est habillé comme on est habillé le jour même, mais si ça se trouve, on avait un entretien, on était très bien habillé, alors que d'habitude on est vraiment en casual, enfin, ou des choses comme ça. Donc c'est connaître le client et savoir qui il est. Le troisième point, et ça c'est le cœur du moteur, c'est qu'on a développé un outil qui permet de faire de la recommandation personnalisée aux clients, de la recommandation de lunettes personnalisées en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment des 2 premiers points. Et la dernière étape, c'est un peu l'effet waouh de l'histoire, c'est de l'essayage virtuel, le miroir virtuel que vous verrez à côté. Bon, tu l'as déjà dit. Oui, on va passer ça. On le verra en vrai. L'étape 3, la sélection de lunettes. Ça rame. Ouais, ça marche pas. J'avais un chef, il disait l'informatique c'est bien quand ça tombe en marche. Et ben c'est vrai, hein. C'est vachement bien quand ça tombe en marche. Ah, on va scotcher. Je vais aller trop vite peut-être. Et ça représentait quoi le développement en volume de travail, en volume financier, etc. Entre le moment où on est parti de la page blanche et le moment où on a ouvert notre magasin, on a fait une performance, 1 an et demi. Développement, alors ça comportait, on a tout, de la page blanche, hein. Il fallait penser à l'agencement, qu'est-ce qu'allait être le magasin, le kiosque, où est-ce qu'on allait le mettre, trouver les clients, développer, penser la navigation, penser ne serait-ce que le produit, quoi. On a mis 1 an et demi. Et on a 18 mois. Et après, on est passé sur la fabrication du magasin et l'ouverture. Une équipe de combien d'ingénieurs ? On avait, en interne, on avait à l'époque 3 développeurs qui travaillaient en permanence là-dessus. Et puis on a pris des briques existantes. Par exemple, le miroir virtuel, on n'a pas réinventé la solution. On a été prendre une brique qui existait sur un miroir virtuel. Sur certaines briques, on a dû faire des développements spécifiques. Par exemple, la mesure des écarts pupillaires, mais la reconnaissance morphologique, il y avait déjà des choses qui existaient. On n'a pas tout recréé. On a plutôt additionné ces briques et on les a mis dans une interface plutôt sympa. C'est revenu, Stéphanie. Alors, distribution. Le deuxième pilier, c'est la distribution en rupture. Donc aujourd'hui, vous le savez, on achète dans 100% des cas pratiquement ces lunettes chez un opticien. Et nous, on a créé des shop-in-shop ou des corners. Des shop-in-shop à placer au départ en pharmacie. Ça a été notre premier créneau. Et on a du coup ouvert 3 pharmacies. L'idée, c'est d'apporter une caution médicale au métier. Et on a créé une surface de 5 mètres carrés, c'est celle que vous verrez dans la boutique à côté. Et sur ces 5 mètres carrés, on faisait vraiment le métier d'opticien. On avait juste un atelier de montage de verre déporté ici. Et puis pour le reste, c'est le même métier que l'opticien, mais dans 5 mètres carrés, avec un choix bien plus important qu'un opticien traditionnel, puisque un opticien traditionnel doit avoir autour de 800 paires de lunettes, hommes, femmes, enfants, et que nous, on en avait 5000. Voilà. Et l'idée, c'était, le client rentre, et vous le verrez, chaque personne est différente, chaque personne a un style différent, et à chaque fois, on rentre dans sa propre boutique qui est créée pour soi, en fait.
puisque à cause de la recommandation, plutôt grâce à la recommandation de mon groupe. Alors l'intérêt du shopping shop, Vas-y. c'est que justement, nous on a démarré par la pharmacie, mais l'idée c'est de pouvoir le mettre demain dans une enseigne de sport, faire ses lunettes de sport chez Decathlon ou chez GoSport, enfin voilà, etc. Ou dans une enseigne de fashion, Sephora ou de textile, ou en allant acheter ses jouets, faire ses lunettes. Hein, bravo. Le deuxième axe, ça a été de créer des kiosques dans les centres commerciaux. En fait, dans les centres commerciaux, on a l'habitude de voir des cellules traditionnelles, des magasins, mais se développe tout l'axe central du passage du Môle. Jusqu'à maintenant, c'était plutôt des magasins éphémères, et les bailleurs maintenant ont l'habitude de plus en plus vendre ces espaces ou louer ces espaces à des gens qui ne créent pas des boutiques éphémères, mais qui sont là tout le temps. Et donc, on est allé sur ce créneau parce que nous, notre volonté, c'était de ne pas attendre le client, mais c'était d'être dans son passage. Et vous savez que les gens rentrent chez un opticien quand ils ont un besoin précis de faire des lunettes. En moyenne, on renouvelle les lunettes tous les 3 ans. Donc si on rentre tous les 3 ans chez un opticien, l'opticien a le temps de vous attendre. Hein. Et nous, l'idée, c'est qu'on est au milieu du flux client et on va chercher le client. Et donc, on a ouvert en centre commerciaux, à Grand Place, un premier magasin, et puis on a ouvert à Toulouse et à Pau des kiosques d'une vingtaine de mètres carrés, où là encore, on présentait tout le savoir-faire et toute l'installation du métier d'opticien. Où c'est, Toulouse, si je puis dire, la Bêche? Oui, c'est ça. Et Le puis, kiosque, c'est complètement autonome ou il y a un conseiller qui est là pour au moins... Ah oui, oui, non. toujours avec des opticiens. Dans tous les cas, toujours avec des opticiens. En vente assistée dans tous les cas. Ah oui, oui. Oui, oui. En l'occurrence, dans un centre commercial, on avait même des équipes de 3 opticiens et demi pour gérer l'amplitude. Ça, c'était un des postulats. On s'est dit, la lunette, c'est pas un truc qu'on va acheter dans un distributeur, c'est un besoin de conseil, d'être rassuré, etc. Et en pharmacie, on avait un opticien en permanence. Donc vous avez un partenaire pour alimenter entre guillemets ces kiosques, ou ce sont vos personnels? Alors on avait signé un contrat de master franchise. Olivia nous avait aidé d'ailleurs dans l'élaboration de ce contrat. Et on avait un partenaire qui a ouvert en fait des kiosques dans les centres commerciaux. C'était lui qui avait la master franchise, l'exclusivité pour les centres commerciaux du concept pour le développer. Et bon, là on pourra en reparler, mais après c'est devenir franchiseur, c'est un métier. Donc il faut des ressources. Et voilà, les ressources, il en a mis, mais pas assez. Et à un moment donné, voilà, l'histoire a changé. Comment ont réagi du coup les anciens partenaires, le modèle numéro 1, qui était donc des opticiens? Moi, du je coup, crois... avait peut-être un kiosque du coup, dans le magasin d'à côté. Ouais, en fait, non, ils n'ont pas réagi. Assez amorphe. Hein. Ouais, okay. Non, parce qu'on s'était posé la question, on leur dit qu'on arrête. Et en fait, on continuait à faire du drive to... Parce qu'on n'a jamais arrêté l'activité drive to store. Même quand on faisait ça, pendant ce temps-là, on continuait. On faisait nos petites ventes par jour, etc. avec nos opticiens partenaires. On prenait quand même ce qu'on pouvait prendre, Peut-être évidemment. même pas identifié que c'était une lunette. C'est Oh, pas marqué. Si, c'était marqué selon Idu. Idu. Ouais. Ouais, c'est ça. Non, mais bon... Les stratégies à vue basse. Voilà, c'est ça. Et donc pour le shopping shop, il n'y avait personne par contre. Si, il y avait aussi un opticien dans la Toujours. pharmacie. Un opticien, d'accord. Dans tous les cas de Qui figure. était obligatoirement salarié de la pharmacie. Ah, Ça c'est pas une d'accord. contrainte réglementaire. Parce qu'après, au niveau juridique, c'est vrai qu'il y a un point vachement intéressant. On s'est heurté à... Est-ce que dans le monde physique, c'est une vente d'un magasin ou est-ce qu'on est sur une vente sur le web? Nous, on a réglé le problème. Hein, Olivia? On a dit que c'était une vente sur le web. Mais ça a des implications énormes hein, au niveau de les réglementations. Parce que du coup... La loi Hamon s'applique alors? Et voilà, la rétractation. C'est quoi l'application? Est-ce que Ah non, il non, est oui, il y avait d'accord la d'avoir un rétractation et opticien? Non, là, il n'y a pas de rétractation puisqu'on fait un produit sur mesure. C'est très différent. Il n'y a pas de droit de Quoi rétractation. qu'il arrive. Oui, Dans la mesure où le produit est sur mesure. Ok, c'est comme toutes les chaussures personnalisées. Voilà. c'est Non, ça. les différences, c'est que par exemple, dans un kiosque en centre commercial, on n'est pas obligé d'avoir un opticien diplômé. On peut avoir que des vendeurs. Parce que sur Internet, la contrainte qui est donnée quand il y a un e-commerçant, c'est d'avoir un opticien quelque part dans ce processus. Mais il était salarié de l'entreprise. Donc on avait bien la prestation de l'opticien, mais on avait dans nos magasins, d'ailleurs on avait du mal à recruter des opticiens, donc on avait surtout des vendeurs.
des gens qui allaient attraper les clients, qui faisaient du... Donc notre meilleur vendeur, c'était un ancien vendeur de voiture. Ça c'est sûr, c'est normal, j'ai l'impression. Ah oui, C'est des meilleurs. ah oui, non. Parce que ça, c'était un peu un choc psychologique. Ouais, ouais. Ah bah, on en parlera peut-être dans la démo, mais on a développé des outils pour pouvoir même prendre des mesures sans que les clients aient vraiment les lunettes sur le nez. Et des... Ah non, non, il y a eu tout un travail assez approfondi, ouais, ça marche. Pour revenir juste une seconde sur le métier d'opticien, en fait, l'opticien, c'est le métier, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, mais un opticien, pour devenir opticien, il fait un BTS, donc c'est un bac plus 2. Souvent, il y a des gens qui ont raté médecine, qui font optique, ou qui veulent faire du paramédical. Donc on a des profils qui sont plus médicaux que commerciaux, alors que finalement, ils font de la vente. Alors, ils font de la recommandation de verre, mais néanmoins, ils font quand même une grande partie de leur métier et de la vente, et qui n'est pas du tout abordée pendant leurs études. Et donc, on a des profils qui sont très peu vendeurs, en fait. Et nous, dans ce concept-là, l'objectif, c'était d'aller au-devant du client, de leur raconter l'histoire, et d'aller expliquer aux clients ce qu'on faisait. Et donc, on s'est retrouvé avec des grosses difficultés de recrutement, parce que les opticiens qu'on recrutait ne voulaient pas faire de vente. Donc ils partaient tous parce qu'ils refusaient de faire de la vente et d'aller au-devant du client. Ils ont l'habitude que les clients viennent avec une ordonnance et qu'ils leur disent, bon, bah, voilà, et ça a été un vrai sujet. L'humain est toujours, de toute façon, extrêmement important, mais là, nous, on a vraiment dû faire face à un sujet très important sur l'humain. Et le dernier point de ce concept, c'est que là, on pouvait travailler la mobilité. La mobilité, notre technologie est mobile, donc mobilité au travers par exemple d'un truck ou alors d'un portable, une surface book qui permettait d'aller dans les EHPAD ou chez les gens, à domicile, voilà, avec une proposition de choix de monture extrêmement importante, alors qu'aujourd'hui, si on fait appel à un opticien à domicile, il arrive avec une petite mallette, une centaine de montures, donc effectivement très peu de choix. Ah. Donc là, c'est un petit film qui va vous présenter les différents concepts, centres commerciaux. Ah, les lunettes qui se ressemblent. Ah oui, on a eu ça aussi. Et ça, c'est le concept de grand place, c'est le premier qu'on avait vu. Et ça, c'est les écrans. Et ça, c'est le concept de pharmacie. Toulouse la Belge. Une pharmacie de Valence. Ça, vous ferez la démo en vrai, mais vous allez voir concrètement. Donc, la première étape de l'analyse morphologique. Donc, le client ne dit rien, hein, il regarde juste la webcam. Deux petits questionnaires stylistiques en 5 questions extrêmement simples. Le cœur du réacteur, le sélectionneur de lunettes. Et la cerise sur le gâteau, l'essayage virtuel. Essayez jusqu'à 4 montures en même temps, parce qu'il faut être très rapide pour le faire. Alors, du coup, les bénéfices de cette expérience et de ces boutiques digitales, pour le consommateur, tout d'abord, je vais passer assez rapidement parce qu'on l'a déjà évoqué. En fait, on l'a évoqué en préambule sur comment on a pensé l'histoire. On est parti de la volonté d'apporter vraiment un service complémentaire aux clients.
qui passe par l'hyper-choix. L'hyper-choix, mais trop de choix, tue le choix. Donc l'idée, c'était d'avoir un hyper-choix, mais de le recentrer sur le client. Donc avec une hyper-personnalisation. L'idée, c'était pas de lui dire, on vous propose plein de choix, allez, choisissez là-dedans. C'est, on a beaucoup de choix, et pour vous, voilà la boutique qui vous ressemble. Et voilà, je sais pas, voilà, on faisait rentrer dans... Comment ? Ouais. Ensuite, une hyper-objectivité dans la recommandation des montures. Pourquoi ? Parce qu'on a tellement de choix que ce soit une monture celle-là ou celle-là, ça nous est un peu égal. On peut avoir le doute chez l'opticien. L'opticien, il veut faire sa vente. Donc à partir du moment où j'hésite, celle-là, celle-là, elle vous va mieux. Lui, ce qui est important, c'est qu'il... Alors que là, nous, dans un choix incroyable, qu'on vende celle-ci ou celle-ci, même si on peut avoir des intérêts à vendre celle-là plutôt qu'une autre. Côté client, c'est pareil. Côté client, on peut suspecter qu'il y a plus à faire. Non, parce que c'est lui qui va choisir vraiment ses lunettes. Non, mais c'est pas comment le moteur travaille. C'est ça. C'est comme les réponses de Google, quoi. Tu sais, ça peut t'orienter, peut-être. Oui, ça peut, ça peut être orienté, mais c'est pas comme ça que ça a été perçu. Vraiment, et puis en plus, c'est pas comme ça qu'on l'a fait. Côté client, vraiment, il y a cette hyper-objectivité. Et d'ailleurs, juste une question, vous n'avez pas eu la tentation justement de commercialiser un petit peu ce truc-là en disant je suis Ray-Ban, si je paye un peu, j'apparais plutôt dans les recommandations? Vous avez choisi la neutralité ou vous avez été tenté de commercialiser? Non, nous on était dans la neutralité. On était dans la neutralité. Et puis on n'a malheureusement pas suffisamment fait de volume pour aller avoir l'opportunité d'avoir Ray-Ban pour proposer ça. On l'aurait sûrement fait un jour, mais on n'a pas eu le sinon temps. on l'aurait fait. Ok, c'est bien ce que je disais. Oui, mais attention. À partir du moment où ça va à la personne. Attends, ce qui est clair, c'est que l'outil va faire une proposition de monture parmi des critères qui sont parfaitement objectifs, etc. Donc après, qu'à choix équivalent, qu'à réponse équivalente, tu proposes un produit qui t'intéresse davantage, si tu as plus de marge, parce que tu as touché de la pub coque ou je ne sais quoi, très bien, mais tu quand même, tu prends la première variable qui est en compte, c'est le produit qui plaît vraiment à ton client. Alors que quand tu es dans un magasin, un opticien moyen, juste pour dimensionner, quand on dit on a 5000 montures à proposer, 100 marques, 5000 montures, un opticien moyen, il a 600 à 700 paires maximum dans sa boutique, entre hommes, femmes et enfants. Donc ça change vraiment la donne, quoi. Donc c'est là où il y a quand même cette vraie hyper-objectivité dans le choix. L'opticien aussi, l'opticien qui ont plusieurs magasins. Oui, bien sûr. Des groupements avec des zones de stock, ils ont ainsi de suite. Oui, bien Ils sont en train de bouger. Mais effectivement, il y a encore des mono-opticiens. Et tes stocks, tu les prends où tes stocks? Ils étaient en centrale ici, des stocks. Alors les stocks, ils sont centralisés ici, oui. Ah, les stocks, vous les avez? Oui. Tous les alors, Physiquement ici. tous les produits chez le... Alors ça c'est un point important, mais déjà chez Spartoo c'était la base. L'idée c'est... Il faut un stock physique. Tous les produits qu'on propose sur l'interface, on est capable de... Le client dit je veux celui-là, on est capable de lui dire. C'est parce qu'on l'a. Pourquoi je ne peux pas stocker chez le fabricant? Parce que le jour... avec S'il est celui-là, en avec les ruptures... On gère de la déception. Et nous, il faut savoir que la logistique dans l'optique est extrêmement performante. Hein. On envoie un produit aujourd'hui, c'est demain matin, partout en France. C'est comme ça. Ah oui, mais c'était un truc de base. Hein. Partout, c'était dès qu'un produit, parce qu'on ne veut pas générer de la déception. Maintenant, livraison, produits commandés. Et on a tellement de choix qu'on va trouver, le client va trouver son bonheur. Bon, pourquoi aller lui vendre un truc qu'on n'a pas? Il faut d'abord recevoir les verres avec la correction. Ah oui, non, mais ça, on est sur la sélection de la monture. Après, une fois qu'on a sélectionné sa monture, on rentre dans un processus classique, de sélection des verres, puis après, il faut le délai normal pour fabriquer le verre. Et puis là, on est sur de la fabrication sur mesure, donc c'est pas la même chose. Le verre, c'est sur mesure. La monture, les seules exceptions qu'on avait sur la monture, c'était par exemple des prêts avec diamants ou des trucs comme ça, où là, on les commandait à la commande. C'est vraiment sur des produits très exceptionnels et très haut de gamme. Ouais, 10 000 € la monture. Et sur la partie machine learning, sur la partie intelligence artificielle, peut-être que vous faisiez du machine learning, c'est-à-dire en fonction des choix de vos différents kiosques, vous optimisiez derrière les réponses. Alors, machine learning, oui, et sur la V2, ce qui est prévu, c'est même de faire du learning au fur et à mesure des réponses du client, et ce qui n'était pas fait sur la V1. Pour finir, bien évidemment les... Pardon, quand vous parlez du prix du web, c'est quoi la différence entre
À peu près 30%. En fait, sur les verres essentiellement, parce que sur les montures, on vendait que des montures de marque, donc on respectait la politique tarifaire des marques. Il y a pas d'écart sur la monture. Un peu de choses près, c'était ça. Mais en revanche, c'est sur les verres, et puis on s'achète des lunettes, vous en avez sur le front. La partie la plus chère, ce sont les verres. Et là, on est libre de nos prix de vente. Et alors même si les concurrents ou même certains fournisseurs n'étaient pas très contents de notre politique tarifaire, même si on n'était pas non plus des discounters, mais on a eu beaucoup de pression en fait, dans tous les sens. Mais là, c'est là où il y avait une vraie différence et on était 30% moins cher. Donc la livraison finale, c'est sur un boutique, parce que là, forcément... C'est ça. On revenait dans le corner ou dans le kiosque. Oui. Alors on aurait pu imaginer, on pouvait les livrer directement chez Oui, nous, mais on voulait s'assurer voilà. que c'était parfait, bien réglé, machin, pas générer, pareil, dans une satisfaction. Voilà, donc maintenant, le problème c'est que la salle est plus petite pour la démonstration. Je sais pas, il faut qu'on fasse, il y en a qui peuvent revoir un petit café, manger... Vendeur de voitures commerciales. On va faire deux groupes. C'est lui qui réduit les lunettes à l'arrivée. Alors, oui, un vendeur de voitures. Non mais vous avez raison. C'était vraiment le cas, il avait été vendeur de voitures. Néanmoins, il a quand même suivi une formation. Il a fait l'optique pour les nuls. Non mais une formation. On avait aussi des outils d'aide au choix des verres. Et puis l'idée quand on propose des prix comme ça, c'est d'avoir des produits très packagés. Donc un verrier a des millions de références de verres. Donc nous, on avait des produits assez packagés, donc c'était assez simple. Et le réglage était fait ici, le montage était fait ici par des opticiens, en centralisé. Les lunettes étaient livrées, nettoyées, montées, a priori ajustées en magasin. Et l'opticien, effectivement, faisait les derniers ajustages. Mais là, on est dans les derniers ajustages. Alors, la limite d'un profil comme celui-ci, c'est qu'il ne fait pas d'examen de vue, c'est qu'il ne traite pas des cas trop compliqués. Mais bon, je dirais 80% de business, c'est fait sur des cas qui sont assez classiques. On n'a qu'à voir le remboursement des mutuelles, hein, c'est clair. Voilà. Sachant que les mutuelles, en plus, imposent maintenant les réseaux d'opticiens, c'est un deuxième problématique. Et imposent le type de produit. Il faudra avoir la démonstration, vous allez. Non, on parlera de où on en est après. Juste, je voudrais quand même, avant qu'on passe à la partie démonstration, on va passer plus à la partie digitale après la démonstration pour vous expliquer le digital plus en détail. Et justement, si je tape digital dans LinkedIn, rien que le mot, en premier, nous avons Maxence qui vient d'arriver. Il est joué. En deuxième, nous avons Stéphane. En troisième, nous avons Fanny. Et un petit peu plus loin, je ne sais pas combien, sixième position, il y a... Donc on fait 4 sur la première page de LinkedIn. Et ils sont ici, on est ici. Pas mal. Donc c'est pas mal. Vous aviez une question? Dans les corners que vous avez monté, par exemple à Toulouse-la-Beige, j'imagine que dans le centre commercial Toulouse-la-Beige, il y avait un ou voire deux magasins d'optique. Quelle a été leur réaction? Est-ce qu'ils sont venus voir le concept? Est-ce qu'ils se sont sentis entre guillemets menacés? Est-ce qu'ils ont pris contact avec vous? Est-ce que... Oui, c'est ce que j'évoquais quand je disais tout à l'heure, parfois ça a été un peu difficile. Oui, ils sont venus, tous à l'aveugle, hein, bien évidemment, en anonyme. Ils ont tous testé, ils ont tous voulu mettre nos opticiens en porte-à-faux, bien évidemment. Ils ont tous critiqué le concept. Et ils sont même allés plus loin, puisqu'ils ont tous mis beaucoup de pression auprès des fournisseurs, pour que les fournisseurs arrêtent de nous livrer. Ça veut dire que le concept était bon. Ça a été très compliqué. Ça a été très compliqué. On a dû vraiment jouer de manière très stratégique parce que inutile de vous dire que pour avoir des prix comme ça, on avait créé des partenariats avec des verriers, fait des grosses négociations avec des verriers qui nous ont menacés du coup de. Après, on n'avait pas le même poids. Hein. Par exemple, à Grand Place. Il y a la personne qui nous a mis vraiment en porte-à-faux faisait 900 000 € d'achat chez le verrier et nous, alors, face à ça, donc là le verrier, on discutait avec le dirigeant qui était un peu mal à l'aise et qui allait voir jusqu'où irait la pression, mais ça veut dire qu'on a été obligé de créer d'autres partenariats, de réfléchir, de mesurer les risques, et effectivement, on a vraiment été attaqué très fort. Oui, il y avait un moyen aussi assez simple, c'est-à-dire que le corner qui est temporaire, enfin, dans l'espace de la galerie, il est loué par le bailleur
de la galerie, et en principe, c'est le même bailleur pour le magasin d'optique. C'est ça. Donc, Et alors le bailleur, entre guillemets, il suffisait d'avoir le bailleur en disant, bon écoute là... Ah non, mais alors le bailleur, le bailleur, le bailleur, lui, il s'en fout. D'accord, le bailleur s'en Il est fout. quand même, lui, il est limite parce qu'il va même pas... Moi, Par je me exemple, à Grand Place, Je me rappellerai quand on a ouvert la Grand Place, parce qu'on a installé ça un week-end. Samedi, dimanche, on y va, hop, on a monté, on était là, on a monté notre kiosque et tout, on a passé le week-end. Le lundi matin, il y avait un optique 2000 à 20 mètres. Le lundi matin, l'optique 2000, il ouvre son rideau, il voit les lunettes sur un truc. il y avait déjà 8 opticiens. Jamais au courant qu'on allait ouvrir un magasin d'optique devant chez lui. D'ailleurs, il a fermé depuis. On a fermé après lui, mais il a fermé avant. Vous montez le concept en un week-end. Oui. Ouais. Bah, le kiosque, oui. Ouais. Ah ouais.